Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Quand je dis le meilleur de la musique, Coldplay, vous validez ou pas? Bon. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ouais. C'est très subjectif. Ouais, c'est très subjectif. Avec les décodeurs aujourd'hui, bonjour Ismaël Bargache. Bonjour. Cofondateur de OAFR, et Hicham Hamadi, PDG de Togo. Sabah Nour. Bonjour. Oui, je préfère toujours le dire en arabe. Non, mais c'est très... Moi, j'adore. J'adore. Merci. C'est mon préféré en plus. Ah bah c'est Nour. super. Bah oui. C'est mon préféré. Alors, on va parler tout à l'heure, à l'occasion du CES de Las Vegas qui se déroule en ce moment. On va parler d'innovation, de R&D, de start-up, vu d'ici, vu du Maroc. Et puis, tout à l'heure, les sujets express, les débats express qui remplissent de joie Ismaël Bargache aujourd'hui, parce qu'il m'a dit « je veux absolument parler du Venezuela ». J'ai pas dit ça. Ah bon? Non. Non. Vous m'avez dit. J'aimerais bien parler du Venezuela. Vous m'avez dit qu'est-ce qui t'intéresse. J'ai dit pourquoi pas le Venezuela. Voilà, le Venezuela. Très Donc on va parler du Venezuela. Ah, moi j'ai entendu, j'aimerais bien aussi. Hein. Ah oui? Ah bah oui. D'accord. C'est implicite, ça se voit dans ses yeux. Regarde, il brille, Non, il est très content. Tout à l'heure, il est arrivé, il s'est assis sur le canapé et il m'a dit « Ah, on va parler du Venezuela ». Voilà. C'est bien. Il aurait pu me dire « Ah, on va parler des startups ». Non, du Venezuela. On parlera aussi un peu du Groenland aussi, parce qu'il y a une actualité assez chaude Moi, ça, je aussi suis pas sûr que ça... là-dessus. C'est plus froid, quoi. Ouais. Bah, y a un fil rouge quand même qui s'appelle Trump. Oui, voilà, il y a un fil rouge qui s'appelle Trump. Et décidément, ce fil rouge, il fait beaucoup bouger ces jours-ci. On en reparlera donc tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'ouverture de l'émission. On a à peu près 5 minutes pour parler de la CAN 2025. C'est top, ça. Avec ses premiers quarts de finale demain. Et puis le match des Lions de l'Atlas face au Cameroun. Alors, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Il y a une phrase célèbre. Lija, bismillah. Exactement. Bah, pourquoi ça devrait nous faire peur? Parce que le Cameroun... On veut gagner cette CAN. Oui, bien sûr. Donc on va balayer tout ce qui arrive devant. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va gagner. On va gagner de toute façon, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner? Enfin, soutenir l'équipe. Alors, on soutient l'équipe, ça, on ne peut pas nous enlever ça. Mais il parle du point de vue tactique de l'équipe. Bien sûr, j'ai compris je pense à la stratégie, je pense à c'est tout ça. très simple, développer notre jeu, qu'on sait faire. Voilà. Donc, quand on a dit Il tout faut ça... faire attention aux transitions. Je pense que c'est vraiment dommage qu'on ait perdu Ounahi parce que c'était le match où il devait être bon. C'était celui-là. Ouais. Mais j'ai confiance en Bilal Khnous et en Smaïl Sebari, Inch'Allah, ils vont faire le job. Et si on est bon défensivement... La transition, c'est le milieu de terrain, c'est les pistons. C'est pas forcément, c'est quand vous reprenez la balle et que vous la faites remonter, l'appétence que vous avez à la faire remonter efficacement et rapidement. Et je pense que si on est solide défensivement, derrière, eux ne le sont pas. Moi, quand j'arrive au foot, je n'arrive pas à être pragmatique. Moi, je me dis qu'il faut mouiller le maillot, il faut courir, il faut jouer avec son cœur, et on va gagner. Le reste, on a une belle équipe, on a des gens, on a des joueurs qui valent de l'or. Je pense que la valorisation de notre équipe est la plus grande en termes de, si on parle de start-up. Ouais. C'est la plus grande valeur de... On est au-dessus de 400 millions de dollars. Bah voilà, donc quand ça rentre, ça fait peur. Quand ça rentre au terrain, ça fait peur. Donc il faut simplement mouiller le maillot, jouer avec son cœur, se dire qu'on est chez nous. Et point barre. La particularité de ce match, c'est que pour la première fois de cette CAN, on ne va pas avoir affaire à un bloc bas. On ne devrait pas avoir affaire à un bloc bas. Quel que soit le bloc bas, c'est très intéressant. Non, enfin, quand même. On est d'accord. Je te comprends. Mais... Moi, je joue au foot aussi, donc non. Mais surtout, moi, j'ai envie de voir une équipe qui se bat. J'ai envie de voir une équipe qui mouille le maillot. J'ai envie de voir des gens qui se disent... On est chez nous, on va gagner. On est quand même d'accord que dans le dernier match des Lions de l'Atlas, ils ont quand même arrêté de jouer après le but, quoi. Moi j'écoutais le commentaire de vos collègues français dont je ne me souviens plus du nom de l'émission, mais l'un d'entre eux a dit une chose très intéressante, c'est que sur l'intégralité des matchs de la Tanzanie, on a été le seul, et c'est une constante avec toutes les autres équipes qu'on a jouées, avec lesquelles ils ont joué en 5-4-1, avec le bloc qui était même pas médian bas, mais qui était bas devant le but, avec très peu de transition, avec néanmoins 2 occasions qu'ils ont eues où on a fait des erreurs importantes. Moi, j'aime bien quand on commence à parler de 5-4-1.
Oui. Pas Shaib, Hicham, pardon. Mais franchement, un bloc avec 5, ça se dépasse facilement. Enfin, si on veut faire de l'analyse Non, tactique, mais- parce que pour moi, jouer avec 5 défenseurs ou 3 stoppers, c'est une vue très très ancienne. C'est fini ça. Actuellement, le On jeu a subi moderne. que ça. Hein. Ouais, mais On a on subi aurait que pu. ça. Si on veut aller dans la tactique, normalement, on devait le dépasser. Maintenant, ce qui se passe, il y a de la psychologie. Les gars arrivent le matin et se retrouvent avec le dynamo de l'équipe qui est blessé. Ils sont affectés psychologiquement. On arrive avec, dans notre arrière-pensée, le fait que ça fait 2 fois qu'on est stoppé au 8e. Enfin, il y a plein de choses. Donc, le plus important était de gagner et on a gagné. Maintenant, il faut jouer avec son cœur. Il y a un maillot à défendre. Il y a, on va dire, 60 ou 70 000 personnes qui seront là à les soutenir et on fera le job. Le public va être en flamme demain parce que Hicham sera oui. dedans. Écoute, oui, je serai derrière la télé. Ah, c'est bien, ouais. Ouais, toujours derrière la télé. C'est toujours ça, derrière. donc là. C'est ça le C'est le détail. trigger. Ah, Ouais. c'est C'est le Ouais, détail. je ferai Ouais. devant derrière monde. la télé la posture de Lumumba en hommage à. Ouais. Et Ça, voilà. ça, donc, c'est fabuleux quand même. Hein. C'est fabuleux. Ah, écoute, ce qui est magnifique, c'est ça la CAN. C'est que chacun arrive avec son identité. Chacun arrive avec ses couleurs. Chacun arrive avec son rythme. Et c'est très sympa. En fait, c'est quelque chose de. Et c'est pour ça que c'est dommage que ça se passe chaque 4 ans. Ça va se passer chaque 4 C'est ans. vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que c'est, je pense, un moment extraordinaire où il y a une diversité, où il y a une tolérance extraordinaire. Mais c'est dommage aussi dans tous les sens parce que c'était un moteur économique pour les pays organisateurs. Bah oui. Donc, Bah oui. voilà. C'est vraiment dommage. Ouais. Bah oui, Franchement, donc la Motsepe, il n'a pas fait du bien. non, c'est pas une question de faire de bien. Il a dû composer pour faire en sorte à ce que. C'est toujours de la négociation, mais je pense que c'est rattrapable. C'est rattrapable. C'est le foot business qui l'emporte sur le foot passion. On est dans la config où c'est parce que les clubs ont la puissance qu'ils ont, que ce sont eux qui payent les salaires des joueurs, des meilleurs joueurs, qui veulent pas perdre leurs joueurs pendant un mois, une fois chaque 2 ans. Mais Motsepe, il est propriétaire d'un club de foot. Donc il connaît le système. Ouais. Mais c'est malheureux, mais je pense que c'est rattrapable. Hein. C'est parce que Motsepe ne restera pas tout le temps ici, il y en aura d'autres, et ça peut changer. Ouais. Donc oui. Mais demain, le plus important, c'est de gagner. Oui, et on va gagner. Certes. Le plus important, c'est de gagner. Et on va gagner. Oui, on a déjà gagné. C'est qu'une question de temps pour qu'on le voit. Oui, d'autant que cette équipe du Cameroun, elle est quand même assez claire. Moi, m'a pas impressionné depuis le début, en tout cas. Non, c'est tout à ce stade. Les attaquants sont très bons. Hein. À ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Parce que ce n'est qu'un match. Et ce n'est que 90 minutes. Et il faut simplement mettre du cœur. Il faut qu'on en mette plus que. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, la seule chose qui me fait peur avec le Cameroun, c'est le gourou, le chaman Samuel Eto'o qui est dans les tribunes et Franchement. qui peut marabouter à tout moment. Mais non. On a un gourou sur le terrain qui s'appelle Brahim Diaz. Oui, c'est tout. C'est vrai. On adore Brahim Diaz. Voilà. Messieurs, on revient juste après les infos, le journal présenté par Karim Droné. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec Ismaël Bargache et Hicham Hamadi. Vous êtes toujours en train de parler de foot, les gars, là ? Ah oui. Ah ouais. Bien sûr. Ouais, c'est bien sûr. Là, on faisait la composition et on faisait, on faisait le match. Le match, la stratégie avec Ismaël, etc. Vous savez qu'on va parler maintenant d'innovation, de R&D, de start-up. À l'occasion de ce salon qui se déroule à Las Vegas, le CES, le Consumer Electronics Show. Vous y êtes déjà allé ou pas ? Une fois. Ouais. Et alors, c'est comment ? C'est immense. Ouais. C'est inouï. Et on découvre des choses. C'est pas une marque que je viens de citer. Comment ? Il faut en citer 2 autres. Oui, c'est les 2 autres opérateurs. Il faut citer 2 autres opérateurs, oui, c'est ça. Messieurs, si vous nous écoutez, ça n'était pas la marque, hein, c'était autre chose. Pourquoi c'est un rendez-vous important ? Pourquoi tout le monde en parle ? Tous les médias en parlent de ce salon, notamment pour les produits qui arrivent, les applis, les robots, tout ce qui va arriver dans notre vie de tous les jours. Ouais, moi, honnêtement, l'impression que j'ai, c'est que beaucoup de gens en parlent parce que la taille de l'événement est incroyable. Colossal. Il y a une taille critique qui fait que toute la presse spécialisée en tech va de fait aller parler de ce genre d'événement. Maintenant, moi, je ne suis pas particulièrement impressionné par ce qu'on y voit pour plein de raisons. D'abord, je pense que je suis un peu biaisé parce que je trouve qu'on dépense souvent beaucoup trop d'argent
pour aller dans ce genre d'événement plutôt que de l'investir dans des startups ou plutôt que de l'investir pour favoriser l'éclosion d'un écosystème startup plus dynamique que ce qu'il est aujourd'hui. Donc je suis un peu dubitatif dès qu'il s'agit de parler de ce type de très gros événements. Quand on est une start-up au Maroc, par exemple, ça sert à quelque chose d'aller au CES? Enfin, vous allez avoir plein de gens qui vont vous trouver toutes les bonnes raisons du monde d'y aller. La vérité, c'est que ça n'apporte rien. Ça apporte strictement rien. C'est intéressant une fois pour comprendre, pour faire du benchmark. Voilà. Maintenant, le faire tout le temps, ça va pas. C'est le travail d'une start-up. Alors, il y a plus de 150 pays représentés. L'année dernière, l'AMDI avait fait une grosse délégation avait jeté de l'argent par les fenêtres. Marocaine, qui avait certainement coûté beaucoup d'argent, parce qu'il y a un pavillon africain. Bon, après, il y a des gens, évidemment, qui y vont et qui organisent des conférences, des keynotes, etc., comme dans tous ces salons-là, quoi. Et quel output? On a quoi aujourd'hui? C'est moi qui. Je vous demande ça à vous. Hein. C'est vous les spécialistes. C'est comme le GITEX, c'est comme. En fait, le GITEX, il y a quand même des investisseurs, c'est très différent. Oui, mais même au CES. Maintenant, je vous mets au défi de trouver une start-up marocaine qui est partie à Las Vegas et qui a été investie. Moi, je peux vous le dire, le leader de mon précédent round, je l'ai rencontré au GITEX. Donc c'est incomparable, ça n'a rien à voir. C'est pas. Oui, mais. C'est pour faire des voyages sympas et pour trouver toutes les bonnes raisons du monde d'aller aux États-Unis, d'aller à Las Vegas, de faire un voyage sympa. La vérité, c'est ça. C'est vrai que Vegas, c'est sympa. Mais si on veut être pragmatique aussi, c'est dans quel délai? C'est la rencontre, et puis après, ça se passe comment? Et puis après, dans quel délai? Enfin, ce que tu as dit, c'est que tu as rencontré quelqu'un au GITEX, et puis après, ça a marché, mais c'est dans quel délai? Donc, c'est pas forcément lié au GITEX. C'est qu'une opportunité de rencontrer des gens. Mais je suis d'accord avec toi. Globalement, c'est de la visibilité, c'est d'être présent. C'est pour cela que les institutions le font. C'est une question, on va dire, institutionnelle. Une manière de porter l'argumentation que je suis en train de porter ce matin de manière plus structurée, c'est que si on veut développer un écosystème de start-up ou si on veut... Le fait d'être présent au CES n'est pas un levier. Voilà, exact. C'est même le contraire parce que c'est de l'argent. Moi, j'ai toujours cette vision où comment on fait pour tirer le maximum de rendement de chaque dollar. Et en allant dans ce genre d'endroit, en fait, on diminue ce ratio, on ne l'améliore pas. Il faut mieux aller au GITEX. Je veux faire aujourd'hui, je vais jouer son rôle qu'il joue d'habitude. Oui. En fait, il y a d'autres manières. Non, il n'est pas consensuel, lui. Exact. Non, il est moins. En général, il est moins virulent que ça. Moi, je ne suis pas consensuel. Hicham l'est beaucoup plus, à l'exception d'un sujet, le ride-hailing. Ah non, et l'administration. Ah non, et je t'ajouterai encore un autre, et les politiques publiques, l'emploi. Ouais, mais tout ça, c'est lié au ride-hailing, en fait. Bah non. De près ou de loin. Bah si tu veux, ok. Si ça tourne autour de ça, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a un good cop, bad cop qui marche bien. Toujours. Donc c'est aussi pour ça en fait, on tire à la courte paille, et puis on tire à l'entrée à la courte paille, et voilà, chacun il a un rôle alors. Alors parlons revenons au Maroc avec l'innovation. Ça tombe bien parce que vous avez parlé du GITEX. Dans quelle mesure, la question centrale en fait de ce sujet, c'est dans quelle mesure le Maroc a placé l'innovation, la R&D, au cœur de sa stratégie de développement économique? Aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la start-up, au Maroc, la start-up pour le Maroc est un excellent outil de communication. On n'est pas encore, c'est pas encore un sujet qui est pris au sérieux. C'est pas encore un sujet qui est considéré comme une industrie créatrice de valeur. C'est un sujet qui, pour la nomenclature marocaine, ou en tout cas c'est l'impression que moi personnellement j'en ai, est vecteur de communiqué de presse, d'événementiel, de visibilité. C'est chic. C'est chic. Ouais. C'est hype. C'est hype. La start-up, c'est hype. Mais en aucun cas, c'est considéré comme étant une industrie au sens premier du terme. L'impression que j'en ai, c'est celle-ci. Complètement. Il a complètement raison. Parce que le corollaire de cela, si on veut en faire un vrai levier de développement et un vrai levier de création d'emplois ou de croissance, il faut qu'il soit au cœur de toutes les stratégies, typiquement la loi de finances. Et quand je parle de ça, je parle de bons de commande et je parle d'adoption des produits.
Encore cette histoire de bon de commande. Toujours. Mais il faut arrêter. Toujours. avec Tu ça, vois, tu vois que ça tourne pas autour du ride-hailing Mais- seulement. Oui, non, mais d'accord. Mais franchement, le sujet, c'est pas que l'État vous passe un bon de commande. Si vous êtes assez bon pour que l'État vous passe un bon de commande, l'État vous passera un bon de commande. J'adore. Le sujet. Je suis très, très. Il y a une constante chez toi que j'adore, c'est cette naïveté. Le moteur de croissance chez nous, au Maroc, c'est la commande publique. Qu'on veuille ou non. Actuellement, c'est le cas. Écoute, Actuellement, c'est le cas. Moi, je suis content d'être naïf en face d'un rêveur. Moi, ce que Actuellement, je pense, c'est que si on arrive à créer un écosystème qui crée des belles boîtes, c'est pas du tout naïf de penser Je suis. qu'on je- fera des boîtes qui je- seront je suis bancables complètement d'accord avec toi. et qui vendront à tout le monde, que ce soit aux C'est- particuliers, que ce soit à Ce l'État. que tu dis est Donc, vrai. la question, c'est comment Non, on fait non, pour non. créer ces boîtes. Exactement. Ce que tu dis Et est c'est vrai. pas avec de la commande publique. Et bah, sur La le commande chemin. publique, c'est je suis une complètement- conséquence, pas une cause. Bah non. Ça devrait être une conséquence, Bah, pas sur une le cause. chemin, c'est comme la discrimination positive. Bah, la c'est discrimination exactement la même positive, chose. C'est pas la fin en une soi. connerie du wokisme, faut arrêter. Bah 2 non, secondes. ça a permis d'équilibrer à un moment. C'est sur Ça le a jamais chemin. rien équilibré. Ah bah si. Jamais rien. Ça a équilibré plein de Rien choses. du La tout. discrim- Bah non, ça a permis de Excusez-moi. voir, Voilà. on va dire, une diversité, et puis Non, mais après c'est de le- rétablir l'équilibre, et c'est puis après le- de l'abandonner. C'est le C'est sur huitième le de la chemin. moitié de la bouteille, de la moitié du vide de la bouteille ce matin. Bon, alors, Pas du tout, elle est pleine. donc Elle est pleine. commande publique, bon de quand il s'agit de commande, foot. etc. Pas, bon. Mais tout le monde n'est pas éligible aux commandes publiques d'ailleurs. Enfin, Bah c'est ce qu'il faut. Ouais. En fait, sur le chemin, pour arriver à ce qu'il dit, et il a raison dans ce qu'il dit. Il faut pas que ce soit le moteur, il faut pas que ce soit La le dynamo. conséquence. Exact. Il faut pas que ce soit la conséquence, mais sur le chemin, on est obligé de passer par cela, parce que malheureusement, dans notre pays, toute la croissance est portée par la commande publique. Toute la croissance, il ne faut pas se leurrer. Et pour y arriver, pour faire en sorte à ce qu'il y ait des champions, pour faire en sorte à ce que ces startups puissent rayonner ailleurs, il faut qu'elles rayonnent ici, bah, il faut qu'on puisse leur ouvrir les vannes. C'est aussi basique que ça. Moi, je comprends que si on dépasse le prisme marocain, ça n'a aucun sens. Mais dans notre prisme, dans notre géographie, bah, ça passe par ça. Ça passe par cela. Et c'est une étape, à mon sens, importante. Mais, pardon, excusez-moi, juste une chose. Moi, j'ai une vision des choses où les startups, c'est aussi des entreprises où on peut faire du consumer. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se tenir la tête, à commencer par une personne qui est chère à mon cœur, qui s'appelle Hicham Hamadi, et qui se dit, c'est des étrangers qui sont venus au Maroc vendre du ride-hailing alors qu'on est capable de le faire ici. On parle Et tu es en de- train de nous parler de commande publique. Bah oui, Mais et juste un minimum de constance. On peut Oui. faire des choses au Maroc, bien sûr. même celles qui paraissent plus Bien sûr, complexes bien et sûr. qui n'ont pas pour Mais à une pour échelle client très celui petite. qui vous passe Mais un bon de à une commande. échelle petite. Ça, pas une échelle où on peut faire, Mais on peut faire de. Mais comment on pardon, appelle mais ça moi je crois très fort dans un avenir dans lequel il y a une boîte de ride-hailing qui c'est pour s'appelle Chugo qui commence au Maroc et J'adore qui ce poste. conquiert l'Afrique. C'est pour cela que j'adore ta naïveté. Ouais. Et tu as complètement raison et j'adore Mais si je cela. suis naïf, pourquoi tu es encore J'adore. entrepreneur? Bah, malheureusement, j'ai une part de Bon. naïveté aussi, malheureusement. messieurs, Malheureusement, il y a je- une part cachée en moi qui fait que j'y crois encore. Mais- Comment on dit quand c'est quoi ce terme que j'ai sur le bout de la langue quand on voit que la bonne partie des choses, c'est être optimiste. Je suis plus optimiste, pas naïf. Et moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que l'un des carburants les plus puissants pour les entrepreneurs, c'est l'optimisme. Ah bah, clairement, Et je sinon on te, serait et je pas te là. trouve en déficit d'optimisme ce matin. Écoute, non, pas du tout. Parce À que part sinon, pour le je. foot. Bah non, non, pas du tout. Bon, pas du messieurs, moi, je, Mais- mais- je vais vous arrêter avec vous, avant que vous mettiez les gants et que tout. Le ring. et le ring. Pourquoi, malgré toute la communication, comme disait Ismaël tout à l'heure, malgré la multiplication des programmes, les appels à projets, etc., pourquoi le Maroc peine encore à créer des champions technologiques C'est encore une fois, c'est toujours la même question qui revient et la réponse est toujours la même. On est en train de comparer, en général, quand on parle de ce sujet-là, on compare une situation d'amont à une situation d'aval. Quand vous regardez les pays qui sont développés du point de vue de la start-up, avec beaucoup d'investissements de capital risque dans beaucoup de start-up, il y a un pipeline qui crée du deal flow. Le deal flow, c'est les startups investissables. Beaucoup d'investisseurs qui investissent dans ces startups-là. La startup, c'est une marketplace avec en supply le deal flow et en demand, les investissements dans ce deal flow. Aujourd'hui, au Maroc, on est en train de faire l'amère expérience du problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir de la startup, mais on a encore trop peu de deal flow pour l'argent qui est à disposition. Et aujourd'hui, l'argent qui est à disposition n'est pas réfléchi Suffisant. pour créer son propre deal flow. Ça, d'une part. D'autre part, on est en train de faire des très gros efforts
théorique pour pouvoir créer ce deal flow, parce qu'on est en train d'annoncer qu'on va mettre beaucoup d'argent, mais cet argent qu'on a par le biais du fonds Mohamed VI, c'est tout ce qui est en train de se faire à côté, mais le temps que met cet argent pour arriver dans l'écosystème est beaucoup trop grand. Exact. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Et donc, on est en train de faire la meilleure expérience de ce qu'on peut appeler... on peut mettre tout ça dans un grand bucket qu'on peut appeler la bureaucratie, mais on est dans une configuration où... Ah, le bucket. Le bucket, toutes mes excuses. Je mets un maxima culpa. Ça va. Pardon. Où on a de Ça l'argent va, qui est c'est prévu. pas si grave que ça. C'est un contenant. Hein. Mais ça va, Ouais, c'est bon. il a dit pire, c'est pas grave. Ouais. C'est un anglicisme ce matin, ça Non, va. c'est bien. c'est bien. Vous m'avez interrompu. Non, vous me- pas qu'un anglicisme. Il y avait deal flow, il y avait demand. Et on avait ça plein, il y en fait avait plein. plein. Hein. Et on avait Ça pas. fait Plein. 3. Quand Oui. ça part Toutes mes naïf excuses. apparaît avec l'anglais. Toutes mes excuses. Exactement. Mais Moi, est-ce- j'aimerais Mais est-ce qu'au que- demeurant, j'étais clair? Oui, sauf que derrière le poste, il y a certainement des auditeurs qui se disent mais c'est quoi un deal C'est flow quoi Le deal flow, je l'ai décrit. C'est les Non, startups je investissables. vais simplifier ce qu'il dit, parce que moi, je joue le rôle de traducteur de Smaïl aujourd'hui. C'est globalement, il faut augmenter l'échantillon dans lequel on va puiser pour avoir des startups qui Oui, vont c'est une réussir. question de taille critique, c'est C'est exactement ça. Et pour augmenter l'échantillon, il faut beaucoup plus d'argent. Et chez nous, on a... Une chose simple, quand vous vous placez du point de vue des gens qui peuvent porter des startups, on a tous dans notre cœur une aiguille qui oscille entre risque et ambition. Quand vous êtes dans une configuration où vous ne voyez pas de grands champions qui est né émerge. et qui a explosé, qui a émergé, qui a explosé autour de vous, c'est très compliqué de vous dire que vous pouvez en faire autant. Exact. Et donc en fait, le travail qui est fait par... C'est comme ça que le fonds Mohamed VI a été pensé, enfin que le fonds Mohamed VI a pensé ses investissements dans les startups. C'est de dire il faut qu'on arrive à créer les champions qui eux-mêmes créeront le deal flow de demain. Mais moi, pas le reproche, je ne me permettrai pas, mais le point que je note ou le grain de sable qui vient diminuer cette mécanique, c'est celui qui consiste à dire que dans cette excellente stratégie, on est en déficit d'exécution. Parce qu'en fait, en vrai, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire Non, prendre... ce qu'ils pensaient vouloir faire, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas ce qui se fait. C'est la pas réalité. encore ce qui se fait. Voilà, c'est Pas ça la encore réalité. ce qui se fait. C'est C'est en train d'arriver, ça prend trop de temps. En fait, le mal qu'on a dans ce pays, c'est toujours ça. C'est qu'en termes de stratégie, on est bon, on pense bien, et on pense réellement ce qu'il faut faire. Quand on arrive à l'exécution, et là, il y a un vrai décalage entre ce qui a été pensé et ce qui arrive sur le marché. Et c'est cette dichotomie qui fait que ça marche pas. C'est qu'on pense, on se dit, bah tiens, l'analyse est bonne, le schéma est bon, mais quand on arrive à l'exécution, on vous dit, bah non, il y a un certificat de hayat. Et on ramène ça à des contraintes, dans des procédures et des contraintes administratives qui font que ça marche pas. Par exemple, je peux vous citer au-delà de la start-up, la charte de l'investissement, il y a plein de choses comme ça. Ou le fait que, tiens, pour avoir une industrie, on va faire des zones industrielles, des zones d'accélération. Voilà. Donc, globalement, quand on pense en termes stratégiques, c'est bon. Le slide est sympa. Oui. La réalité, quand on arrive à C'est plus l'exécution... facile de payer des billets d'avion et des nuits d'hôtel Ouais. pour aller au CES. Exact. Et donc, derrière, Ça, pour le coup, ça... il veut pas lâcher ça. La boucle est bouclée. Il veut pas lâcher ça. C'est très bien. Là, c'est ça part grincheuse, pas naïve. Donc, et pour dire... Je prends exemple sur toi. Regarde, moi je suis plein sourire sur la start-up. Ce qui est le mal qu'on a, c'est qu'on a très peu d'argent. On n'en a pas beaucoup. Enfin, pas suffisamment pour créer cet échantillon. Et on a ce mal globalement, qui est d'usage de l'argent public et derrière en termes de répartition démocratique. Et on se dit, il faut qu'on en fasse. On ne renforce pas et on ne concentre pas nos tirs. L'un des points que je fais bien dans ce qui vient d'être dit par Hichem, c'est qu'on a très peu d'argent. Et que justement, quand on a très peu d'argent, ce qui est fondamental, c'est de réussir à sortir le meilleur rendement Concentrer de chaque dollar qu'on investit. C'est concentrer le tir. Et l'une des manières... C'est un blocage quand et même l'une d'avoir des très peu d'argent. L'une des manières de désoptimiser ce ratio, c'est de mettre du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est de mettre du temps. Et donc, on est exactement dans la configuration où il y a de l'argent qui a été mis à disposition, mais on est en train de diluer l'effort qui est fait parce que le temps qu'on met à faire que cet argent se mette au travail est beaucoup plus grand que ce qu'il ne devrait être. Exact. Et en attendant, on fait quoi alors ? On pleure. On est devant Franck Mathieu à se dire il y a un écosystème qui ne décolle pas. On pleure.
D'accord. Non, en attendant, ce qu'il faut faire, c'est que on doit optimiser l'usage de cet argent et on doit se dire, on doit concentrer nos tirs. Quand on a 2 balles, on fait très attention avant de les tirer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans l'efficacité et non pas dans, globalement, la dilution. Quand on dilue, c'est comme si vous prenez 100 entreprises, 100 startups, et vous leur dites, je vous donne chacun 100 000 $. Ça sert strictement à rien. Par contre, si vous dites, tiens, sur 100, j'ai 10 millions de dollars et j'en fais 3 ou 4, ça fait que vous donnez énormément de chances à 3 ou 4 de réussir. Ça ne veut pas dire que, je ne veux pas dire... Si vous faites ça fois une vingtaine de boîtes, vous sortez 5 champions. Voilà. Ouais, c'est une question statistique. Est-ce qu'on est condamné quand on a une start-up avec une bonne idée, avec un bon produit, on va dire, à aller chercher de l'argent à l'étranger, aller lever de l'argent à l'étranger? La réponse à votre question est oui, pour une raison extrêmement précise, c'est que même si vous êtes dans la configuration où vous êtes investi par des fonds qui sont financés par le fonds Mohamed VI, le fonds Mohamed VI, qui est le véhicule qui a le plus d'argent au Maroc, va financer des fonds qui sont étrangers. Pas que, ils financent des Marocains, mais également des étrangers. Mmh. Et si vous sortez du circuit d'investissement dans lequel les investisseurs étrangers peuvent mettre de l'argent, vous vous privez de 99,9% du capital. Donc vous avez 2 choix à faire. Soit vous voulez vous financer avec 0,1% de la quantité d'argent disponible, soit vous allez vers les 99,9%, sachant que très souvent, quand vous êtes dans la start-up, vous êtes dans des industries qui structurellement, sur plusieurs années, dépensent de l'argent. Quand elles trouvent ce qu'on appelle dans notre jargon le product market fit, c'est-à-dire qu'elles commencent à avoir une croissance très 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 forte, ont besoin de mobiliser une quantité de capital qui est très très importante, souvent en centaines de millions de dollars, et que cette quantité d'argent au Maroc ne peut pas être trouvée. Donc la réponse à votre question est en fait ce qu'on appelle dans notre jargon l'equity story que vous souhaitez raconter. Concrètement, l'ambition que vous portez et la taille que vous voulez donner à votre entreprise. Et si dans cette equity story, il y a une quantité d'ambition qui est suffisante, vous ne pouvez pas le faire uniquement avec du capital marocain, de mon point de vue. Mais conclusion. Mais ce que dit Smaïl est très sympa sur le papier. Oui. Dans la réalité, vous sortez de la géographie, vous partez chez un fonds étranger parce que vous allez vous adresser aux 99% des fonds disponibles. La première question, pourquoi les vôtres ne vous ont pas fait confiance? C'est la première question qu'on vous pose. C'est pas vrai. Écoutez, on revient à tout. cette question juste après les infos de Mourad Baba. Avec Ismaël Bargage, cofondateur de Wafer, et Hicham Hamadi, PDG de Togo. On est à fond dans la start-up ce matin. Alors, on va reprendre là où on s'est arrêté. Je crois que c'est très important. Je vous posais la question. Quand on est une start-up, quand on a un bon projet, un bon produit, on est condamné à aller chercher de l'argent à l'étranger. Vous me disiez oui. Hicham disait, le truc c'est que si on va par exemple à San Francisco pour défendre son projet et qu'on rencontre quelqu'un pour un dossier ou je sais pas quoi, on va vous poser la première question, ça va être mais pourquoi on vous finance pas chez vous, dans votre pays? Selon Smaïl, non. Voilà. Cette question n'existe pas. J'aimerais avoir son avis. Allons-y. C'était absolument cette question. Vous prenez votre serviteur. Le premier fonds qu'on a accueilli dans le capital, c'est un fonds américain qui s'appelle Plug and Play. Le deuxième fonds qu'on a intégré, c'est un fonds panafricain qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle First Circle Capital. Et vous ont jamais posé cette question? Jamais. Ouais. Ensuite, on a des fonds. Il y a toujours des exceptions. Je croyais qu'il allait avoir un raisonnement et pas une exception. Oui. Alors, ce qu'on veut, c'est un raisonnement. Quand même, le raisonnement, c'est que quand vous avez une boîte qui tourne, l'argent, les dollars sont les mêmes entre les Marocains. En fait, vous avez deux conflits, pardon. Là, tu fais du populisme. Et c'est pas dans tes habitudes. Attendez. Là, tu es populiste et c'est pas dans tes habitudes. J'ai encore rien fait parce que j'ai encore rien dit. Ok, d'accord. Une chose très simple. Dans le monde des startups en général, ce qui se passe, c'est que vous avez deux catégories de startups investissables. Vous avez celles qui courent derrière l'argent
et vous avez celles derrière lesquelles l'argent court. Et ça, c'est pas de la théorie, hein. Sincèrement, le plus sincèrement. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Clairement. Quand vous êtes dans une situation de product market fit, que vous avez une croissance, que vous avez du revenu qui progresse de manière exponentielle, vous vous retrouvez en général dans une configuration où tous les fonds vous supplient de prendre leur argent. C'est pour ça que vous avez des valorisations qui explosent. Là, quand vous êtes à ce moment-là de la start-up, la nationalité du fonds ne veut plus rien dire. Ouais. Ça ne veut plus rien dire. Et en général, quand on vous dit « mais pourquoi les Marocains n'ont pas mis pour que nous on puisse mettre ensuite », c'est en général une manière de dire non gentiment. C'est l'une des choses pour lesquelles les fonds d'investissement sont d'une créativité sans fin, c'est toutes les manières gentilles et avenantes de vous dire non. Non, là, tu fais du politiquement correct. Non, pas du tout. Non, c'est la vérité. On a envie d'y croire. Oui, Ouais. c'est pas grave. Exactement. Clairement. Et Non. après, j'ai une question là-dessus. Oui, allons-y. En fait, ce qui se passe, c'est que une start-up marocaine, quand elle est née, en général, c'est pour résoudre un problème qui est lié à son environnement. Enfin, pas dans tous les cas, mais effectivement, il y a des start-up qui ont une vision plus globale. Mais à partir de là, ce fit product market, il arrive et il est scalable pour qu'il puisse répondre à la même problématique dans des environnements similaires. Donc, en général, c'est très local et puis après, ça devient très global. Et c'est ce qui fait qu'un fonds d'investissement, il va regarder les problématiques en se disant, est-ce que c'est quelque chose qui répond à des problématiques ailleurs? Et c'est pour cela que la première question, si ça résout des problématiques chez vous, pourquoi il n'y a pas, on va dire, un capital? Ceci étant, il y a énormément d'exceptions et je peux en citer. Je croyais qu'il allait citer ceux qui étaient dans la santé, ceux qui étaient... Et c'est pour ça que je reviens à mon bon de commande, parce que si on fait confiance à la start-up marocaine, elle va rayonner ici avant de rayonner ailleurs. Et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'on peut devenir une gazelle ou un champion international si on ne rayonne pas chez soi. Pour moi, enfin, c'est encore une fois, c'est ma part de naïveté celle-là, c'est qu'on ne peut pas croire qu'on est né dans une zone géographique et qu'on va rayonner ailleurs avant de rayonner chez soi. Ouais. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est limpide, qui est normal. Il y a un bon exemple, c'est Togo. Bah oui. Parce que Mais enfin, mais encore, non, mais c'est vrai. encore une fois, et lui, il le connaît. Togo, très présent, Togo, très on a présent levé de en l'argent Afrique, avec... Non, avant que ça soit Togo... développé en Afrique. Oui, mais avant que ça... Hitch. Mais c'est encore, Ouais. c'est le contre-exemple, malheureusement. C'est que quand ça a été Hitch, on a levé de l'argent à l'étranger plutôt qu'ici. Donc c'est... Oui, Oui. est-ce que Mais- c'est synonyme de qualité, de travail, de performance quand Non. on Les lève de exemples. l'argent Non, non. à l'étranger? Parce que des fois, Non. on a l'impression que dans la com de certaines startups, c'est regardez, on est allé Non. lever ça, etc. etc. Ce qu'il faut considérer, c'est que d'abord juste un point, je trouve absolument super que la conclusion de Hichem soit le contre-exemple de son argumentation. Bah oui, je En connaissais les particulier- contre-exemples. en Mais particulier ça... pour l'exemple Pour- que lui Bah a pour son- moi-même, je le connais. Pour son Mais... exemple. Bah Pour oui, son exemple. Parce que c'est mais... ça qui m'a dérangé intellectuellement. Non, vous voyez, mais on parle hein pas de 1% d'écart, on parle de 100% d'écart. Enfin, il faut regarder tous l'échantillon. Mais Il faut juste, pas regarder... moi, je parle pas que des mêmes problèmes, je Je parle tiens à de porter à votre 99 des... attention qu'étant donné le désert d'investissement dans lequel on est, votre start-up représente plus que 1% de la quantité de Non, je parle des startups investies. personnes. Je parle des gens, des entrepreneurs. Ah, autant pour moi. alors bon, Nuance. dernière question quand même, parce Nuance. qu'on reviendra évidemment plusieurs fois sur ce sujet, parce qu'au départ on était sur le Maroc, l'innovation, les startups, la R&D. On doit faire quoi pour développer une espèce de pépinière, pour créer des champions locaux? Moi, de mon point de vue, la meilleure des choses à faire serait à mettre en exécution la stratégie qu'on a déjà établie. De mon point de vue, la stratégie est bien faite. Il y a un véhicule d'investissement qui est réfléchi pour créer plus de deal flow en donnant des bourses de vie, en donnant des prêts d'honneur, en donnant des subventions, en créant des événements, des endroits où les startups peuvent venir avoir des premiers bureaux gratuitement ou quasi gratuitement. Et donc, il faut être en mesure de mettre en exécution ces décisions qui ont été prises. Une deuxième chose qu'il ne faut pas faire, mais arrêter de faire, c'est arrêter de considérer que l'accompagnement est créateur de deal flow. L'un des gros problèmes qu'on a au Maroc, c'est de penser qu'en faisant des programmes d'incubation, d'accélération, d'open innovation, vous les appelez comme vous voulez, on va de ce fait
créer des startups investissables. Ça n'a jamais fonctionné comme ça dans aucun des écosystèmes. Ce qui a toujours fonctionné, c'est d'avoir un environnement du capital risque de très early stage, du pré-seed et du seed, qui faisait que l'argent était relativement accessible, qui créait beaucoup de pipelines, beaucoup de top funnel. Et de ce top funnel, vous en aviez une minorité qui levait beaucoup plus et qui devenait des champions. Ouais, il faut considérer que les startups sont pas forcément toujours des gens à accompagner. Ça peut être aussi des grands garçons, des grandes filles et des adultes, quoi. Alors, déjà, c'est pas une question d'âge, parce que dans les programmes d'accélération, non, je parlais pas de l'âge, en fait. Ils sont inclusifs. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que en fait, ce programme les programmes d'incubation, d'accélération créent une dissonance cognitive qui est celle qui consiste à faire penser que ceux qui n'ont pas une connaissance, on va leur donner une connaissance et cette connaissance va produire de la start-up. Alors qu'en fait, les start-up sont en général portées par des personnes qui ont déjà une expérience très forte, un savoir-faire, qui ont déjà fait des choses par ailleurs ou alors qui sont des cervelles brillantes et qui n'ont besoin d'absolument rien d'autre pour pouvoir se développer que d'une quantité d'argent importante. Et c'est des personnes qui en plus sont très généralement absolument opposés au fait qu'on vienne leur expliquer des choses dont ils n'ont au demeurant absolument pas besoin. Et d'autant plus que c'est beaucoup plus enrichissant de parler aux entrepreneurs directement qu'aux incubateurs et aux accompagnateurs. Au-delà de ça, pour expliquer ce qu'il vient de dire, c'est que on doit s'adresser à la start-up, non pas comme étant un petit joujou ou une entreprise en miniature. C'est ce que je disais. Oui. Voilà. Simplement, je suis en train d'expliquer avec des mots plus simples. Okay. Parce que même chez Smaïl moi. parce que Smaïl a utilisé un verbatim extraordinaire. Même moi, le matin, il me faut 3 cafés pour le suivre. Donc c'est basique. C'est globalement, il faut la considérer comme étant une entreprise à part entière. De 1. De 2, il faut arrêter de croire qu'avec ces stratégies, on va résoudre d'autres problématiques, notamment d'inclusion sociale, d'emploi, de machin. Donc, et ça va dans le sens de l'assistanat. C'est qu'on se dit, tiens, on crée cette bulle de start-up et on va permettre à tous les gens qui n'ont pas d'emploi d'en faire. Non, c'est pas ça. La start-up, c'est un vrai levier de développement. C'est des gens qui sont... C'est pas des assistés. C'est pas des gens qui ont besoin de... on va dire... d'être formés, quoi que ce soit. C'est des gens qui ont besoin d'un coup de pouce financier, d'un écosystème adéquat, et puis après du papier A4 pour qu'ils puissent pouvoir... et des bons de commande. Quand je dis, c'est les papiers A4. Hein. Je voulais pas dire bon de commande pour ne pas le piquer encore. Enfin, le papier A4 pour moi, c'est du réglementaire aussi. C'est pas que du bon de commande, c'est de la réglementation. Messieurs, il est 9h18, on va arrêter avec ce débat qu'on reprendra parce que c'est une thématique qu'on aime bien et on adore vous entendre parler là-dessus parce qu'il est 9h18 justement. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Les débats express, on va parler du Venezuela, de ce qui se passe... Ah mais j'avais oublié. Bah oui, du Venezuela. Donc on va pas vous résumer ce qui s'est passé au Venezuela. Je pense qu'il faudrait vivre dans une grotte quand même pour pas être au courant. Intervention des Américains. D'ailleurs, on apprend qu'il y a eu 100 morts lors de cette intervention ce matin. Donald Trump emprisonne Nicolas Maduro, qui se retrouve avec un survêt Nike d'ailleurs qui fait... qui marche très bien maintenant sur Internet depuis les premières photos, donc en prison, dans une prison pas terrible à New York. Et puis derrière, une présidente qui arrive pour faire l'intérim et tout de suite, on le sent, du business. On sent également que... Donald Trump est en train de fracturer un peu un ordre qui était là en Amérique latine depuis pas mal de temps. Alors, qui veut prendre la parole tout de suite, Ismaël ? Alors, moi, la première chose... Est-ce que je dois poser une question sur l'ingérence, sur l'ONU, sur... Je vous promets de vous en donner pour votre argent, même si vous ne précisez pas. Ok, d'accord. Moi, la première chose qui me semble être très importante à préciser, c'est que moi, l'image que j'ai en tête, quand je pense Nicolas Maduro, c'est sa réception du pseudo-patron du Front Polisario. Ouais. Donc je suis incapable d'analyser cette situation
autrement que par le biais de ce spectre-là. Et par conséquent, je me réjouis absolument du fait qu'aujourd'hui Nicolas Maduro soit en prison aux États-Unis. Je m'en réjouis. J'ai été interpellé, parce que je l'ai partagé publiquement cet avis, j'ai été interpellé par de très nombreuses personnes qui m'ont parlé de droit international. Et de mon point de vue, le juste spectre par le biais duquel il faut analyser cette situation, c'est davantage celui des intérêts de chacun des pays qui est celui qui prime dans les relations internationales et pas celui du droit. Y a deux manières de le voir. Ou bien on se dit c'est du point de vue du droit international et à ce moment-là on se met à croire à la fable qui consiste à dire qu'il y a un cartel de drogue, qu'il est le patron du cartel de drogue, qu'il y a de la drogue qui passe sur le pays, que par conséquent... Ou bien il y a du pétrole, des réserves de pétrole et que les Américains veulent mettre les mains dessus. De mon point de vue, ce qu'il faut, c'est regarder la réelle politique. Ils ont fait ça pour le pétrole et nous, ça va dans le sens de nos intérêts parce que c'est un pro-Polisario qui aujourd'hui est en prison. Et je l'analyserai nullement autrement que ce que je viens de faire maintenant. Oui. D'ailleurs, silence, hein. Il n'y a pas de commentaire de la part de l'Algérie. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a... Enfin, certes, il y a ce prisme, et certes, voilà, on ne va pas le plaindre. C'est bien fait pour lui. Maintenant, ce qui se passe, ça dépasse l'Amérique latine. C'est pas que ça. Parce qu'il est question simplement d'arrêter toute la logistique entre la Russie, la Chine et l'Iran. Parce que toute la partie, on va dire, pétrole qui passait sous... et d'ailleurs, la conséquence directe après ce putsch, c'est d'arrêter deux transporteurs de pétrole qui étaient sous pavillon, un sous pavillon iranien et l'autre sous pavillon russe. Et donc, c'est faire en sorte à ce que les États-Unis puissent avoir la main sur cette manne pétrolière. Et pour revenir encore à cet arrêt, ça ne pouvait se faire qu'avec un consensus interne. Parce que il n'est pas... Enfin, je ne conçois pas que des hélicos rentrent dans un pays sans qu'il y ait une roquette de tir. Oui, mais ça aurait pu être donc présenté comme un coup d'État et organisé comme un coup d'État. Alors, les Américains ont eu l'habitude de faire ça il y a longtemps. J'aimerais dire organiser des coups d'État pour je te laisse reprendre juste après. Ouais. Un coup d'État allait créer du désordre. Et Trump n'aime pas le désordre. Donc c'était un consensus avec l'appareil de l'État, qui est très, très basique. C'est globalement, on va avoir une victoire, et voici les termes, et on prendra Maduro, et vous allez faire ce qu'on vous dit, parce que sinon, on va tout taper. J'aimerais juste abonder dans le sens de Hicham. La méthode américaine d'avant Trump aurait été celle qui aurait été de créer une fable. Désordre, exact. De créer une fable, classique. Ensuite de communiquer sur cette fable, et ensuite d'envoyer des centaines de milliers, voire des millions d'hommes faire une guerre et qui aurait abouti sur une défaite des États-Unis et des millions de morts civiles et des dizaines de milliers de morts militaires américains. Donc un désordre total. La méthode, de ce point de vue, moi je salue la méthode Trump. Parce qu'il y a peut-être 100 morts, mais moi j'avais entendu 40, mais si vous me dites 100, je vais bien vous croire. Il y a peut-être 100 morts, mais il vaut mieux 100 morts. De ce matin. Ouais. Il vaut mieux 100 morts qu'un million de morts. Oui. Et il vaut surtout mieux un président en disgrâce plutôt que tout un peuple qui soit dans la configuration. Mais en fait, c'est ce qui nous vend. C'est la nouvelle fable, parce que là, tu parles de fable avant, c'est voilà, on crée la démocratie. La nouvelle fable, c'est que il y a un mâle qui est le président et tout le reste est sympa et on va commercer avec vous. C'est la nouvelle storytelling qui nous vend. Exactement, mais ça c'est très très nouveau. Et d'ailleurs, c'est le résultat de mon point de vue qui est important. On se dit que ça peut marcher à Cuba, ça. Hein. Oui, mais quand on crée un précédent, c'est très compliqué de le dupliquer. Il y a un autre point qui est très intéressant de mon point de vue. Alors ça, c'est très personnel parce que je suis un amoureux du monde militaire en général, mais c'est la qualité invraisemblable de l'opération américaine. J'aurais tout donné pour être dans la salle de briefing où les généraux et les stratèges américains, les officiers tactiques américains tu me permets, Smaïl, encore une fois, et ça ne pouvait se faire que par les Américains. Non.
que par une connivence interne, parce qu'il n'est pas normal. Par le renseignement, oui. Le renseignement aujourd'hui, c'est public. Hein. Et l'adhésion des généraux au Venezuela. C'est pas possible. C'est non seulement de la connivence interne, mais en plus, ils avaient des drones furtifs pour surveiller tous les déplacements de Maduro. Ils ont recréé son... Mais c'est pas possible qu'un hélico rentre dans un pays qui est même pas... je sais pas, un tir de roquette. C'est impossible. Donc c'est 150 avions. Hein. Mais ça veut dire qu'on a désactivé toutes les accords. Ce que vous êtes en train de raconter, je veux dire, c'est la série Netflix, on l'a déjà bien sûr, vu. C'est hyper intéressant. Okay. Non, mais est-ce que tout ça laisse pas toute liberté à la Chine de faire la même chose dans son périmètre d'action? Surtout pas maintenant, elle peut pas. Ce qui vient de se passer a démontré qu'elle ne peut rien faire. C'est le contraire. Je ne parle pas de la Russie d'ailleurs. Parce que... de ce que beaucoup d'observateurs militaires vous disent, c'est que les seuls qui sont capables de faire ça pour l'instant, c'est les Américains. Ouais. Parce que vous avez en même temps le renseignement, donc la CIA, en même temps l'Air Force, avec la SWIP, je ne peux pas abonder dans ça à 100% parce qu'il est question d'argent. Les généraux ont vendu, c'est aussi basique que ça. On ne peut pas m'expliquer qu'on a désactivé un pays et on est rentré et qu'il n'y a pas eu un blessé américain et que les hélicos sont rentrés, c'est pas possible. Vous savez, chez nous, on ne peut pas prendre un dealer comme ça, un petit dealer dans un coin, c'est impossible. C'est impossible. C'est un gros dealer. Oui, mais c'est impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les généraux ont désactivé les systèmes. Oui, effectivement, ils ont mis beaucoup d'avions. Oui, effectivement. Ils n'ont pas eu à désactiver les systèmes. Oui, ils ont brouillé tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont même pas eu à brouiller. Oui, ils ont mis des drones. C'était de la cyber. Oui, de la cyber. Ils ont arrêté l'énergie, ce que tu veux. Ils ont shut down. Smaïl, ils ont arrêté, ils ont éteint ce que tu veux. Mais c'est impossible qu'un hélicoptère arrive quelque part dans un palais présidentiel qui n'a pas un lance-roquette. C'est impossible. Donc il y a de l'argent avant tout. Mais qui te dit qu'il n'y avait pas de lance-roquette? Aucun hélicoptère n'a été abattu. Même s'il y a un lance-roquette, ça ne veut pas forcément dire qu'il... Attends, franchement... Est-ce qu'il y avait Big G? Sauf si les gars sont myopes. Non, c'est pas possible. Donc à un moment, faut se dire les choses. C'est à coup de millions. C'est comme l'histoire de Saddam Hussein. Il est tombé à coup de 30 millions de dollars. Donc, messieurs, c'est ce qu'on dit. C'est ce que je dis. Soyez sages un peu. Non, mais parce qu'on nous vend. Qu'est-ce que ça dit de l'ordre mondial? Oui, on y arrive. Mais c'est important. Mais bien sûr, j'y arrive. Parce que moi, je voulais simplement vous parler de quelque chose. C'est qu'il y a quelques années, on parlait des puissances du Nord contre les puissances du Sud. C'est-à-dire le Sud global, c'était important. Appuyer sur la Chine, le Brésil, l'Afrique, les pays africains, etc. Est-ce que là, on est en train de modifier ça en remettant finalement, malgré ce qu'avait dit Donald Trump quand il est arrivé la première fois, en remettant l'Amérique, en tête de liste? Ce matin, en venant à l'émission, j'ai entendu que Trump est sorti de, je pense, une 60aine d'accords qui sont linkés à l'ONU. Il n'y a plus d'ordre. C'est aussi basique que ça. Il n'y a plus d'ordre. Le gars, il ne veut pas de désordre pour du business, mais il ne veut pas d'ordre en termes régaliens ou légalistes au niveau mondial. C'est lui qui impose l'ordre. Dans quelle mesure tu considères qu'il y avait de l'ordre avant? On ne pouvait pas prendre un président comme ça. C'est déjà arrivé, c'est arrivé une fois. On pouvait prendre un peuple. Oui, mais en faisant ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement, on crée une femme, ça prend du temps, c'est des années et des années de travail. On fait du storytelling. Dans ce cas-là, on s'appuie sur... C'est que l'ordre est corrélé à la qualité de la femme qui était racontée. Non, pas la qualité. On allait sur les opposants internes, on les nourrissait, on créait tout un truc, c'était très compliqué. Mais là, c'est autre chose. Là, on s'en fout tous. Et ça faisait des millions de morts. Oui. Je te dis pas, moi de mon point de vue, pas de jugement de valeur. Il y a un ordre qui est meilleur aujourd'hui que ce qu'il était hier. Messieurs, il y a moins de morts. Messieurs, oui, mais c'est la loi du plus fort. Merci. Ça a toujours été la loi du plus fort. Oui, sauf que c'était avec beaucoup de complications. C'était très compliqué d'aller. Beaucoup de cinéma. Messieurs. Non, beaucoup de complications. Pour aller sortir un Saddam, ça aurait pris, je pense, 20 ans. Et là, c'est une nuit. Aucune autorité dans cette émission, je ne peux pas. Non, mais moi, je peux pas. Oui, je sais, mais je peux pas accepter qu'on nous vende le cinéma américain. Ils ont de la techno. Non, il y a de l'argent derrière. Et de l'argent, c'est quelques millions de dollars pour que les gens shut down leur système. Et puis après, on crée le film.
Voilà. Merci, ce sera la conclusion, c'est magnifique. Merci Ismaël, merci Hicham. Merci. À très bientôt dans les décodeurs. Il est presque 9h30. Tous les matins, 7h-10h, Tanger 103.3.